Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est sympa de voir du monde. On a eu peur au début, donc merci. Je suis Audrey Bergeron, Global Training Manager chez Ipsen. Je fais de la formation depuis un peu plus de 10 ans et depuis 4 ans, je suis au commercial. Bonjour, je m'appelle Élise Barca, je travaille pour Transperfect Learning, je suis ingénieure pédagogique. Un petit mot sur Transperfect Learning, donc on est un département de Transperfect. On travaille avec de nombreux clients dans le monde entier comme AstraZeneca, comme Adidas, comme Nike et bien sûr Ipsen. Et notre spécialité, c'est l'accompagnement pédagogique et la création de contenu sur mesure pour répondre aux besoins de tous nos clients. C'est nous, hein, voilà. Le petit disclaimer qui vous explique que tout ce qu'on dit, c'est nous, c'est pas nos entreprises, même si on va beaucoup vous parler de nos entreprises. Et on va vous expliquer le contexte et le problème qu'on a essayé de régler ensemble. Donc le contexte, il est assez simple. On est dans un monde en pleine évolution, en pleine mutation d'ailleurs. Et ce monde en mutation, il nous amène à avoir besoin de faire de la formation continue constamment pour pouvoir faire en sorte que nos collaborateurs ils soient à niveau, parce que les rôles ils changent. Et pour ça, on fait de la formation continue, parce que la formation continue, c'est vraiment essentiel et l'industrie pharmaceutique, bien évidemment, ne passe pas à côté. Ce qui nous amène à avoir énormément de formations. On a un surplus de formation qui est quand même assez important et du coup, on n'a pas assez de formateurs pour pouvoir gérer ça. Donc, c'est les experts métiers qui vont gérer. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des formations qui sont longues, qui sont pas très impactantes, qui sont statiques, qui sont en format classroom, qui sont aussi plutôt descendantes. Et donc, ça a un vrai impact, c'est un impact négatif sur la manière dont les collaborateurs au sein de notre entreprise voient Ipsen, voient la formation, pardon. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent dans toutes les autres entreprises. Donc, on a décidé d'essayer de dynamiser ces formations, en bien évidemment les rendant plus courtes, mais en intégrant à l'intérieur plein d'activités. Des activités qui sont liées à l'ingénierie pédagogique et qui permettent aux apprenants de retenir l'information. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils la retiennent l'information et qu'ils en fassent quelque chose. Parce qu'encore une fois, les experts métiers, ils ont la connaissance, bien évidemment, et on en a besoin. Mais dans la plupart des cas, sauf cas exceptionnels, ils n'ont aucune connaissance de l'ingénierie pédagogique. Et c'est un vrai problème. Parce que du coup, on se retrouve avec des idées préconçues, du style non mais moi je sais, hein, donc je peux former. Ou alors on ne va pas dépenser du budget pour un formateur parce qu'on a l'expertise en interne, donc on va y aller. On fait une petite présentation de 60 slides, 30 minutes, 10 questions de quiz et c'est bon, la formation elle est faite. Sauf que derrière, c'est à ce moment-là où je rentre en bataille et j'essaye de rappeler aux gens que former, c'est un métier. C'est un vrai métier, c'est pas juste comme ça. Parce que derrière, quand on a des formations qui sont faites par des experts où il n'y a pas d'ingénierie pédagogique, eh ben on a ce genre de choses que vous avez déjà dû entendre. J'ai perdu mon temps, je me suis ennuyée, je ne sais pas ce que je fais là, j'ai pas bien compris les objectifs, ou en fait, je ne sais pas quoi je vais en faire de ce que j'ai appris. Le pire, c'est quand on a des formations sur plusieurs jours où la personne ne se rappelle pas de ce qui s'est passé la veille, en fait. Donc là, on a vraiment un vrai problème parce que c'est vraiment que du négatif. Et en fait, le problème, il est lié à une chose qui est vraiment essentielle, c'est la différence qui est fondamentale entre informer et former. Et nos experts métiers, ils font de l'information. L'information, c'est transmettre des messages, des données, des datas, des faits, des idées. En fait, on a un émetteur qui est l'expert et un récepteur qui est l'audience. Et c'est tout. Et en fait, on a l'audience qui va d'un point A à un point B, c'est linéaire, il ne se passe pas grand-chose. Et l'audience, elle est limitée dans sa liberté et elle peut pas dévier en fait. Elle est juste là, statique, elle doit juste imposer le truc, c'est tout. Quand on est dans de la formation, c'est beaucoup plus complexe. Parce que quand on fait de la formation, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre en compte notre audience, prendre en compte l'apprenant. Quand on fait de la formation en entreprise, on a en général deux types de personnes. Des gens qui sont déjà en poste, ou des gens qui viennent d'arriver. Dans les deux cas, c'est des gens qui viennent avec des savoirs, des savoir-faire, des idées, des certitudes. Et la formation à laquelle ils vont assister va bousculer un peu ça, va remettre en question ces choses-là. Donc ils vont être un peu dans la résistance en fait. Et du coup, ce qui est vraiment important, c'est de permettre à l'apprenant de faire sa formation par étapes, de prendre son temps. Alors, où c'est une question de temps, parce qu'il y a des activités qui vont permettre à l'apprenant de prendre le temps d'intégrer les informations,
ou si on est sur de la formation hybride, permettre à l'apprenant de se former quand il a le temps, ou quand il en a envie, ou quand il est prêt dans sa tête. Hein. Il y a aussi ça à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que l'apprenant, quand il est formé correctement, quand il fait de la formation, il va aller d'un point A à un point B, pas de manière linéaire, mais à son rythme et par étapes. Et du coup, quand il va arriver à son point B, il sera transformé. Alors on n'est pas sur une transformation de fou, on est d'accord, mais il est censé sortir de sa formation avec quelque chose de neuf, de nouveau. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qui n'est pas fait quand on fait de l'information. Bien évidemment, l'information, elle est nécessaire. Sans information, on ne peut pas faire de formation parce que les informations sont intérieures de l'information. Mais ce dont on a besoin, c'est un intervenant externe, un tiers, un formateur, un médiateur, qui va permettre de donner du sens, qui va permettre de décomposer l'information, de la mettre en scène, de la transposer. Ça, c'est hyper important parce que ça va créer du lien et ça va faciliter la compréhension et l'appropriation. En entreprise, ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, et ce qui est vraiment génial, c'est de faire un binôme. Vous avez un expert qui a les connaissances et vous avez le formateur qui a les connaissances pédagogiques. Et quand vous avez ce binôme-là, vous avez vraiment une formation qui va être impactante. Parce que le formateur, il va être là pour intégrer les deux actions majeures de la pédagogie, qui est en premier lieu donner de la visibilité sur des objectifs, sous-entendu créer des objectifs pour une formation. Ça arrive très souvent qu'on se retrouve en formation, il n'y a pas d'objectif, mais aussi prendre en compte les objectifs de l'apprenant, qui quelquefois ne sont pas les mêmes. Ça va être donner de la visibilité sur les attentes du formateur et les attentes de l'apprenant, donner de la visibilité sur les moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens techniques, et aussi donner un cadre. Sur une présentation en présentiel, sur une formation en présentiel, pardon, vous avez un cadre et en général vous avez des consignes. Là comme ça, je vous dirais respecter la parole de l'autre. Ça peut paraître fou, mais quelquefois vous avez besoin de le préciser et des fois même de l'écrire, de le rappeler aux gens. Ça c'est important et ça c'est vraiment, le formateur pense à ça, l'expert ne pensera pas à ça. Le deuxième point, c'est de créer ces activités qui vont permettre à l'apprenant d'y aller par étapes. Ça passe par des jeux de rôle, de la gamification, de l'expérimentation, ça passe par des moments de réflexion personnelle, des moments de réflexion de groupe, des travaux de groupe, de la discussion, toutes ces activités qui vont être mises en œuvre par le formateur pour faire en sorte que l'information soit bien intégrée et que l'information soit appropriée par l'apprenant. Ce qu'on a décidé de faire en interne, c'est bien évidemment de ne pas avoir un formateur par expert, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est beaucoup de FTI et c'est pas possible. On va être très réaliste à ce niveau-là. Donc on s'est dit, plutôt que d'éviter ça, on va faire en sorte de donner un peu plus de pouvoir aux experts. Et on va leur donner les bases de l'ingénierie pédagogique. Ça a deux atouts majeurs. D'abord, ils vont changer la manière dont ils vont faire leur formation. Et ils vont avoir des formations qui sont plus impactantes et ils vont commencer à créer ces petites activités dont on a parlé qui vont permettre aux apprenants de s'approprier l'information. Le deuxième point qui est important et auquel on pense peu, c'est que les experts, quand ils n'ont pas le temps ou la volonté ou juste ils sont complètement lucides sur le fait qu'ils ne sont pas formateurs et qu'ils ne peuvent pas créer une formation, ils vont se diriger vers des agences et ils vont faire un brief. Et quand vous faites un brief à une agence, si dans votre brief, vous n'expliquez pas ce que vous voulez en termes d'ingénierie pédagogique, bah, l'agence, elle ne va pas vous le donner. Ou alors l'agence va vous donner des choses qui ne vont pas convenir à votre audience, parce que vous, en tant qu'expert, vous connaissez votre audience. Donc si l'expert, il a cette connaissance-là, il a plus de billes pour pouvoir discuter avec l'agence, pour pouvoir challenger l'agence, et on a une vraie discussion. Et ça, c'est majeur. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Transperfect, parce que Transperfect nous a aidé à créer cette formation pour nos experts. Merci Audrey. Donc avant de vous présenter la solution, juste un petit mot sur l'impact que ce projet a eu sur notre équipe. Donc je pense comme nous tous ici, à Transperfect Learning, on est passionné par l'innovation pédagogique. Et en fait, voilà, donc en ce moment, il y a beaucoup l'IA dans nos discussions. Et en fait, cette formation nous a amené à nous pencher sur les fondamentaux de l'ingénierie pédagogique, comme le disait Audrey. Et on s'est rendu compte que ça alimentait énormément nos débats et ça nous permettait de prendre des bonnes décisions en termes d'innovation.
Par exemple, en ce moment, on essaye de créer des petites vidéos avec l'intelligence artificielle. Et on se pose à chaque fois, oui, c'est chouette les vidéos, mais est-ce que tu es sûr que l'apprenant est bien actif ? Est-ce que tu es sûr de ne pas mettre dans tes vidéos des informations qui ne sont pas nécessaires, qui ne répondent pas aux objectifs ? Donc dans la solution que je vais vous présenter maintenant, il n'y a pas de vidéo générée par l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas grave, parce que c'est une solution qui est pertinente et qui répond aux besoins des apprenants. Donc, quand on a commencé notre collaboration avec Audrey, comme tout bon ingénieur pédagogique, on commence par l'analyse des besoins. Et on se rend compte, on se met d'accord sur 4 besoins. Comme Audrey l'a déjà expliqué, hein, mais le premier, c'est mettre à niveau les savoirs et savoir-faire en nivelant les compétences de tout le monde vers le haut et en valorisant ce que les experts métiers savent déjà. Le deuxième besoin, c'est d'optimiser les modalités d'apprentissage parce que voilà, les experts métiers, la formation ne fait pas partie de leur responsabilité, donc il faut s'adapter à l'emploi du temps de chacun. Le troisième besoin, c'est de remettre en cause les certitudes. Comme l'a montré Audrey, il faut montrer que informer n'est pas former. Et enfin, le quatrième besoin qu'on a identifié, c'est transformer les pratiques pour leur donner les outils et les méthodes qui leur permettront d'accompagner les agences ou de créer eux-mêmes du contenu. Donc maintenant, la solution. Donc pour répondre au premier besoin, on a dû se mettre d'accord sur la base commune, les connaissances qu'on voulait enseigner dans cette formation. Et donc là, on est revenu aux recherches de base de l'ingénierie pédagogique, donc les recherches de Richard Mayer, de Alison Hadwin, pour créer voilà, cette carte du contenu, donc qui comprend des choses très basiques. Pourquoi c'est important d'avoir un objectif pédagogique, à quoi servent les évaluations, comment on peut utiliser l'interaction au mieux, etc., etc. Pour répondre au deuxième besoin, optimiser les modalités d'apprentissage, on choisit de créer une formation très courte de 6 micromodules de 5 à 10 minutes maximum dans RISE 360. Donc pourquoi on choisit cet outil ? Alors ici, comme on le disait, l'idée c'est pas de proposer quelque chose de complètement gamifié ou innovant. Le premier avantage de RISE, c'est qu'on peut montrer l'exemple d'un cours qui a beaucoup d'impact, mais qui est simple et le deuxième avantage de RISE, c'est qu'en plus, il est facile à utiliser même pour des utilisateurs débutants, comme sont les experts métiers. Donc voilà, 6 modules dans RISE de 5 à 10 minutes. Pour répondre au troisième besoin, remettre en cause les certitudes, on choisit en fait de parsemer la formation d'activités d'autoréflexion, donc qui vont commencer par selon vous ou que feriez-vous dans cette situation, voilà, pour leur montrer que peut-être que les pratiques qu'ils avaient jusqu'à maintenant, elles ne sont pas les bonnes et qu'il y a vraiment moyen de s'améliorer en utilisant le contenu du cours. Enfin, pour répondre au quatrième besoin, transformer les pratiques, là on a beaucoup misé sur justement la mise en pratique, avec certains modules qui sont consacrés totalement à la mise en pratique, notamment le tout dernier module, où là on demande aux apprenants de réemployer tout ce qu'ils ont appris au cours de la formation pour créer eux-mêmes un très court module dans RISE de 5 minutes. Ensuite, ils envoient leur travail à Audrey et à son équipe, qui leur transmet un feedback personnalisé. Voilà un peu pour la solution. Je crois que je vous ai donné un petit aperçu. Juste pour conclure sur cette partie, donc, ce qu'on retient de notre collaboration avec Audrey, c'est que oui, les innovations technologiques, ça permet de créer des cours qui sont parfois plus pertinents, qui sont plus accessibles, qui sont plus inclusifs. Mais parfois, revenir à des outils simples, à une approche simple et pertinente du moment qu'elle répond bien aux besoins des apprenants. Donc oui à l'innovation si elle repose sur les principes fondamentaux de l'éducation. Je laisse la parole à Audrey maintenant pour conclure et parler des prochaines étapes.
Donc les prochaines étapes, c'est quoi? Déjà, on a fait une petite évaluation parce que du coup, on a lancé le programme déjà et très rapidement, on a eu des retours très positifs sur le contenu. Alors je vous avoue que j'ai été assez surprise parce que je ne m'attendais pas à autant de retours c'est vraiment génial. Par contre, est-ce qu'on peut avoir encore plus d'informations? Au sein de la petite formation qu'on leur a donnée, sur chaque programme, sur chaque petit module, il y a des liens qui les emmènent plus loin. On fait du deep dive, donc nous chez Ipsen on a un compte LinkedIn, donc il y a pas mal de choses qui vont sur LinkedIn, mais il y a aussi d'autres choses sur le net, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le net pour tout ce qui est learning and development. Donc on leur a mis des petits liens en leur disant si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller là. Et en fait, moi j'ai regardé les stats, et il y a beaucoup de gens qui ont cliqué et qui sont allés. Et j'ai eu vraiment des retours positifs mais en fait, mes formations elles sont nulles. Non, j'ai pas dit ça, mais en gros, il y a une prise de conscience qu'effectivement, ils ne faisaient pas les choses correctement et qu'il y avait une manière de faire mieux tout en gardant leur expertise. Vraiment, la prise de conscience que le changement, il est nécessaire parce qu'on leur a aussi fourni les feedbacks des gens qui faisaient leur formation avant et ils se sont rendus compte que les feedbacks, ils n'étaient pas très positifs, donc du coup, ils en prennent un coup. Et puis, il s'est créé une petite émulation du ok d'accord on va faire différent mais on va faire une petite compétition en fait et en fait chacun commence à faire ses petites formations en mettant en pratique ce qui a été dit et j'ai commencé à recevoir des choses et je vois bien qu'en fait ils se sont parlé entre eux et moi je trouve ça génial parce qu'on est en train de créer une petite communauté en fait. Ce qui m'emmène au dernier point, voilà. Les prochaines étapes, c'est on va refaire un petit sondage à 6 mois et à 1 an pour évaluer les changements. Donc on va vraiment voir quelles sont les formations qui ont été transformées et aussi leur demander comment ils se sont sentis, s'ils se sont sentis à l'aise. Potentiellement, essayer de faire une autre formation pour aller plus loin. Là, on était vraiment sur les basiques, on va voir si on a besoin d'aller plus loin. Mais aussi création d'un forum interne de partage d'expérience. Alors, je pensais que j'allais avoir à être un petit peu moteur de ça, mais en fait, ils le font déjà. Donc, on va juste leur donner le cadre, mais en fait, ils se parlent déjà entre eux pour essayer de s'aider, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut aligner les choses. Et puis, plus largement, on avait déjà une communauté de formateurs en interne. Du coup, on va intégrer les experts dans cette communauté pour qu'il y ait un vrai partage, et que chacun puisse apprendre de l'autre. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Tu veux lui donner le micro? Bonjour. Moi, ma question, c'était comment vous gérez l'étape qui permet de remettre en question en fait, les certitudes sans froisser les personnalités qui sont en face, parce que c'est de l'humain. Alors, c'est une très très bonne question et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande, donc là pour ce programme-là, on leur demande de réfléchir aux formations qu'ils ont faites eux. Et après, ce que j'ai fait moi entre 2 modules, c'est j'ai eu un moment d'échange, donc j'ai bloqué 1 heure avec tout le monde et je leur ai dit est-ce que vous avez fait ce travail de regarder votre formation et de regarder ce qui vous est proposé de l'autre côté? Oui. Et vous avez des gens qui commencent à parler, qui disent bah oui, en fait je me suis rendu compte que ouais, c'était quand même qu'il y avait des choses à changer. J'ai bien compris que finalement c'est pas parce que je connais mon sujet que. Et vous avez toujours les réfractaires qui sont là, oui mais quand même on est experts. Et en fait le fait de les mettre ensemble et d'avoir 1 ou 2 éléments, et il faut être capable de les identifier en amont. Donc moi je les avais identifiés en amont de cette heure de discussion, j'avais identifié en amont les 2 ou 3 éléments qui avaient déjà bougé leur certitude, qui avaient déjà changé. Et je les ai utilisés, si je peux utiliser ce terme, j'ai guidé la discussion en les faisant parler en premier pour pouvoir permettre aux autres de prendre conscience que oui, on peut prendre conscience qu'on ne faisait pas les choses très bien et qu'on peut changer et qu'il n'y a pas de problème, que ça ne remet pas en cause la valeur de notre travail, que ça ne remet pas en cause la qualité de notre travail. Ça marche, pas avec tout le monde, on ne va pas se mentir. Hein, chacun est unique, il y a des égos plus ou moins différents, mais ça marche dans la plupart des cas. Il y a d'autres questions? Non? Bah, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.